Salut à tous, je vous propose une petite vidéo aujourd'hui sur un thème un peu singulier qui est, pour le dire en un mot, dans quel monde vit-on pour accepter la situation de nos vieux dans des établissements. Alors, je le raconte à partir d'une expérience que j'ai pu faire avec des robots, dispositifs de téléprésence qui étaient amenés à devenir un robot de téléprésence dans plusieurs établissements d'hébergement de personnes âgées en France. Je l'ai fait à l'occasion d'un séminaire en Bourgogne, avec un certain nombre de honorables participants, tous aussi intellectuels que fous et sympathiques. Je vous proposerai d'ailleurs une autre vidéo d'un de ces intellectuels fous et sympathiques. Et vous trouverez les références en fin de vidéo. Voilà. Juste avant de commencer, une photo que j'ai prise sur un de mes terrains, avec effectivement un fils qui rend visite à sa mère via un dispositif de téléprésence, mais voilà. Je vous propose de réfléchir un petit peu à nos vieux aujourd'hui, et à la façon dont on les traite, et surtout au monde qu'on se construit et qui rend possible, rend acceptable, rend concevable de les traiter ainsi. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, un bon été, amusez-vous bien, et puis lisez des livres. Tiens. Donc, j'en reviens à mon propos qui va être, en quelque sorte, le récit à travers le robot, d'une situation dans laquelle on est dans un non-monde, dans ce que je vais appeler moi une négation du monde, une négation du sujet, et surtout, j'aurais pu commencer par là, une non-mort, une négation de la mort, et de ce que c'est que la mort, et de comment est-ce que ça peut informer le monde et la vie. Bon. Alors pour commencer, on commence maintenant. Hop donc. Notre hôte, puisque j'y reviens encore, a pour habitude, quand on lui dit qu'il est à la retraite, de dire de sortir sa Kalachnikov. C'est-à-dire qu'il dit, moi, quand on me dit que je suis à la retraite, je sors ma Kalachnikov et je tue tout le monde. Alors, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est évidemment que ça fait signe vers une chose très, très simple et dont on n'a pas cessé de parler, mais je vais le traduire dans mes termes, c'est que chaque mot, chaque symbole est nourri d'ailleurs en même temps une cosmogonie, une eschatologie, et puis une définition du monde, c'est-à-dire un contexte général dans lequel on parle. Qu'est-ce qu'on dit quand il est à la retraite? Est-ce qu'on dit il est retiré des affaires, il part dans une retraite religieuse, il est viré, j'en sais rien, qu'est-ce que ça veut dire? Et il se trouve que... bravo. Et il se trouve que dans ce dont je veux vous parler moi, c'est-à-dire le genre des vieux, et moi j'utilise à dessein ce terme, on a un énorme problème avec les mots, avec le fait de nommer les choses. Et je commencerai par là. L'enquête commence par là. Quand moi je me présente en tant que chercheur sur la thématique de l'autonomie quand on est vieux, ou de la vie dans des établissements, en EHPAD, on tombe sur un lieu où on ne sait plus nommer les choses. Par exemple, moi j'ai vu des programmes de prévention, de promotion de la santé refusés par des collectivités locales parce qu'on avait utilisé le mot senior. Est-ce qu'il faut dire senior? Est-ce qu'il faut dire aîné? Est-ce qu'il faut dire ancien? Est-ce qu'il faut dire vieux? Ce qui est très marrant, c'est que d'un village à l'autre, on aura un terme différent et des colorations différentes. Mais on sent que on n'y est pas, on n'a pas le mot. On va utiliser par ailleurs des euphémismes qui sont très maladroits. Par exemple, on va parler de bien vieillir. Mais alors que tout le monde vieillit, on ne parle pas de bien vieillir pour tout le monde. En fait, bien vieillir, ça veut dire très spécifiquement mourir en paix, sans gêner et en étant l'agent économique le plus intéressant possible pour la collectivité. C'est ça que signifie bien vieillir, c'est-à-dire que non seulement on est dans des conditions optimales par rapport à son portefeuille, mais que par ailleurs, dans le cadre éthique et moral relativement dominant, les choses se passent convenablement. Non seulement cela, mais encore, on donne de sa personne. Alors, on est dans un monde, par ailleurs, où il faut apprendre une nouvelle langue. Par exemple, dans le chant français. Eh oh, là. Pardon, les vieux parlent à sa place. Riri, Fifi et Loulou, ça suffit comme ça.
Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un clic? Ah non. Ben voilà. Alors, il y a les EHPAD. C'est la fenêtre. Ben, je vais pas vous le dire. Bravo. Alors, il y a les EHPAD, les clics, les CCAS, les ASS, les AVS, le PAERPA, la CHADé, la CNIL, le CNOM, le CPP. Enfin, tout ça, c'est le vocabulaire de mon travail de ADMR. Tiens, c'est joli, ADMR. Et c'est aussi le signe de quelque chose, c'est que ce qu'on va appeler les politiques de l'aide sanitaire, de l'action sanitaire et sociale, pardonnez-moi, et de la prévention, et de l'autonomie, etc. C'est le lieu de politique extrêmement importante où des sommes colossales sont investies dans des lieux que les citoyens ne connaissent pas. Pas du tout. Le fait qu'on parle par acronyme comme ça, c'est simplement le signe que seuls des experts en parlent. Qu'on est vraiment dans un mode de régulation pensé comme un système de gestion et absolument pas comme un système politique. En d'autres termes, une part de la population fait l'objet d'une pure gestion et qu'on a complètement déconnecté du politique. Par exemple, je suis quasiment persuadé, parce que moi je l'ai appris récemment, que la plupart d'entre vous ignorent totalement que, en février 2016, c'est-à-dire il y a quelques mois, on a créé des nouvelles entités politiques en France qui s'appellent les conférences des financeurs, c'est à l'échelle départementale, sur l'action sociale et la prévention et de la perte d'autonomie, etc. Et que il y a là des sommes colossales en jeu, toute l'action, par exemple, pour des caisses de retraite qui sont là, les caisses de ça s'appelle les conférences des financeurs en jargon tout simple. Conférences des financeurs. Ouais. Et alors là-dedans, il va y avoir par exemple, toutes les entreprises qui sont régies par le code des mutualités. Il y a votre caisse de retraite qui y sera aussi. Il y a le département. Enfin, il y a tous les acteurs qui sont là et qui gèrent les fonds publics sans que personne ne soit au courant. Alors, c'est pas très grave. Ce pourquoi je vous le dis et pourquoi ça s'inscrit dans mon propos, c'est que on parle d'une zone du social qui ne fait pas l'objet d'une vigilance politique collective. Je ne sais pas qui y consent, je ne me prononcerai pas là-dessus, c'est pas l'objet de mon propos, mais c'est une zone de notre vie commune qui ne fait pas l'objet, aujourd'hui, en France, d'une connaissance suffisante par les citoyens pour faire l'objet d'une lutte politique, d'un conflit politique, d'une vie politique. C'est pour moi la première étape de la désubjectivation dont je vais vous parler. Alors, comme je disais ce matin, en lisant Sénèque, j'avais vraiment l'impression que ce dont j'allais vous parler, c'est comment est-ce que... Tu as laissé aux toilettes d'ailleurs. Hein. Oui. Ben c'est bien. Collectivement... Non, c'est Marc Aurèle. Ah, Marc Aurèle. On a abandonné en quelque sorte le soin de soi. C'est-à-dire qu'il y a un âge de la vie dans lequel, en France, mais dans d'autres pays aussi bien entendu, mais il y a aujourd'hui des institutions dans lesquelles aujourd'hui on institutionnalise le fait d'abandonner le soin de soi. Je définirais un EHPAD comme un endroit dans lequel on abandonne le soin de soi. J'ai un petit témoignage personnel. Oui. J'ai été littéralement harcelée par des services d'aide aux personnes âgées, quand je suis très âgée. Bon, non. Parce que, non, mais attends. Parce que justement, vu mon âge, je devais passer par ces services. Et je leur ai dit non. Et on m'a fait signer une décharge. Ouais. Mais on m'a emmerdé par téléphone. Oui. C'est incroyable. Tu as des décharges comme ça. Mais ce qui est... Ça fait signer une décharge pour les décharger. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est... C'est ça. Ce qui est complètement fou. Est-ce que je m'assume encore? Oui, c'est ça. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que, regarde bien, aujourd'hui, On m'en voulait. Oui, j'entends. les gens... J'entends parfaitement. Mais les gens qui se sont adressés à toi travaillent pour le service du public. Je dirais pas le service public, mais le service du public, de manière générique. Or, Générique, ouais. quand on a affaire à quelqu'un qui n'est pas extrêmement riche, on sait qu'en réalité, enfin pour la quasi-totalité des Français, le placement en EHPAD va être un vrai coût pour la collectivité. Ça n'est pas un endroit où la prise en charge n'est pas chère. Quelle qu'en soit la façon, le pourcentage de la répartition des coûts, on est aux alentours en France de 60 000 € pour un placement en EHPAD et par an. Or,
évidemment, si la personne ne gagne pas 3 ou 4 000 euros par mois, c'est l'État qui en paiera une bonne partie. Et donc on a du service public qui, alors qu'il y a quelqu'un en face qui vit bien, qui vit beaucoup mieux là qu'ailleurs, et c'est évident, c'est des gens qui le savent, en suivant la règle institutionnelle, ils sont amenés à avoir ces comportements abjects. Et il faut bien voir ça aussi. Quand on est dans un système de gestion et pas un système politique, les gens ne sont pas secourus par la conflictualité. Je m'explique. Quand on a, par exemple, j'ai rencontré récemment dans une autre mutualité quelqu'un de très bonne volonté et qui est presque masochiste, qui est venu me voir et qui m'a dit « Qu'est-ce qui ne marche pas dans mon action ?» Voilà, son travail, c'est d'organiser la prévention et la promotion de la santé à l'échelle d'un territoire. Et à l'évidence, elle voit qu'elle ne fait pas bien. Elle est venue me voir. Et on se rend compte que tout ce qu'elle fait, c'est poursuivre un standard de qualité. Poursuivre un standard de qualité avec le client qu'elle identifie. Parce qu'elle doit, dans son entreprise, dans son institution, fonctionner de cette manière. Et dès lors, elle ne peut que se gourer. Parce qu'elle offre un produit standard à des gens qui ne sont pas standards, à des situations qui ne le sont pas, parce que ce qu'elle identifie comme un client, ça n'est pas un client, et puis d'ailleurs il n'est pas au bon endroit, c'est pas la personne âgée, mais c'est le système de soins, enfin etc. On va d'erreur en erreur. Et donc, dès lors qu'on est uniquement à l'intérieur d'un système institutionnel pas ouvert, fermé, et pourtant les mutualités ont des élus, hein, on ne peut pas être aidé par la conflictualité. En tout cas, c'est ce que je propose comme hypothèse. Alors, je vais vous proposer de voir quelque chose des EHPAD que d'habitude on ne voit pas. Et je vais faire mon mea culpa, on ne le voit pas pour 2 raisons. D'abord parce qu'on ne vous montre pas les choses. 3 raisons, pardonnez-moi. D'abord parce qu'on ne vous montre pas les choses. Deuxièmement parce qu'on s'aveugle très bien soi-même. Et c'est là que je fais mon mea culpa. Et troisièmement parce que le robot le girafe, quoi, le machin bleu là que vous avez vu, est une présence tellement bizarre, parce que c'est à la fois humain, c'est mécanique, c'est bizarre, on le voit pas d'habitude, que alors qu'on est dans un univers extraordinairement routinisé, où tous les jours se passe très exactement la même chose, là d'un coup, on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est très très marrant d'ailleurs, quasiment dans chaque institution où je suis allé, la première chose qui est faite, c'est que le personnel se plaint des conditions de travail au robot. Et parce que, alors je dis le robot parce que il y a un truc qui est quand même très très marrant, c'est que c'est ma tête, hein, et on m'appelle Butagaz, on m'a appelé Nono, on m'a appelé Monsieur Robot, et on s'est comporté avec moi d'une façon dont on n'aurait jamais envisagé de le faire si j'étais là en vrai. Et oui, il m'avait vu après, avant. Évidemment, je me suis présenté aux gens, je leur ai expliqué les choses. Enfin, je fais les choses calmement. Mais la désinhibition sexuelle, par exemple, qui existe dans un grand nombre d'EHPAD quand on les emmerde pas trop, s'exprime naturellement avec le robot, avec moi très rarement. Voilà, c'est-à-dire que le robot, on va lui péter la... C'est des dames qui parlent là pourtant, ça les fait rire. Avec moi, une chose pareille ne se produit pas. Bon, moi on va plutôt dire il est bien mignon, on en ferait bien notre affaire, ou des choses qui restent plus distantes, plus rigolotes, voilà. Non mais c'est vrai que quand une grand-mère vous a dit qu'elle voulait vous péter la rondelle, il y a quelque chose comme un trouble, j'y peux rien, j'ai mes pudeurs, enfin que voulez-vous, c'est ainsi. J'ai été mal élevé. Voilà, alors... De quelle rondelle? Voilà, exactement, la rondelle du robot, bien entendu. Alors, mais si, sérieusement, il y a un infirmier qu'elle trouvait assez joli garçon. Et un infirmier cadre, le chef quand même, hein, mais assez autoritaire. Et donc lui, on ne lui mettait pas la main aux fesses. Mais elle venait me dire qu'elle mettait la main aux fesses du robot quand c'est lui qui le pilotait. Parce que comme ça, au moins, elle pouvait lui mettre une... Il y avait une espèce de... Ce que je veux vous dire par là, c'est que, bêtement, il y a dans le robot quelque chose comme un tiers inclus, c'est-à-dire il y a de l'inattendu, il y a du tiers, il y a du dysfonctionnement. Essentiellement d'ailleurs parce que ça marche pas. Et effectivement, on va avoir de l'empathie, mais pas là où on l'attend. C'est-à-dire que le service rendu n'a rien à voir avec ce qu'on imaginait, c'est autre chose. Ça permet de faire un peu sauter les situations. Bon, alors... Ouais, mais ça va. Alors... En EHPAD. Donc,
je vous ai déjà parlé du fait que le développement à l'échelle européenne de ce truc-là était essentiellement pensé comme une aubaine financière pour financer des recherches. Bon. Et par ailleurs, c'était présenté comme la possibilité d'un gain de temps pour le personnel soignant, d'une augmentation de la fluidité de la surveillance, c'est-à-dire qu'une personne qui restait au rez-de-chaussée pouvait surveiller tout un étage avec plusieurs robots, que le robot pourrait, dès lors qu'il serait vraiment un robot, ramener les gens à leur chambre s'ils s'étaient perdus, interagir sans qu'une infirmière soit là. Donc l'idée est complètement folle, parce que quand même les gens dans les établissements n'étaient pas aussi fous que ça. L'idée des concepteurs, c'était ça. Évidemment, c'est pas ce qu'on a constaté. Je vous ai parlé aussi des façons de questionner la réalité à partir d'échelles de Likert complètement fermées, si possible dans des environnements contrôlés, c'est-à-dire hors EHPAD. En gros, ils se foutaient complètement de la réalité. Le robot était là parce que moi, je l'ai poussé là. C'est toujours ma position de dire on va confronter ça à la vraie société, aux vrais gens. Et c'est là que je suis rentré là-dedans. Alors, la première surprise, c'est que contrairement à tout ce qu'on avait vu dans les environnements contrôlés, il y a de l'empathie. Les personnes âgées ont de l'empathie avec le bidule. Ils lui donnent des noms, comme je vous l'ai dit. Ils proposent des choses comme des relations sexuelles avec le bidule. On a observé aussi, il faut que je le mentionne maintenant pour l'utiliser plus tard, des visites à distance, c'est-à-dire des gens qui habitaient à Los Angeles ou à Sri Lanka ou à Mayotte, etc., qui ont appelé à travers le robot pour visiter et se promener avec leurs vieux, ceux qui pouvaient bouger, à l'intérieur des établissements. On a assisté à quelque chose d'assez étonnant, qui était que les personnels se sont pas mal enthousiasmés pour le robot, pour faire deux choses en rapport avec la déculpabilisation. D'abord, permettre aux familles de voir la situation réelle pour qu'on arrête de les emmerder. En d'autres termes, les familles qui appellent et qui appellent et qui appellent pour se plaindre, et leur dit regardez dans quelle situation il est, et en fait c'est lui qui peut plus bouger, etc. Donc en fait, avec cet œilleton à l'intérieur de l'EHPAD, les personnels pensaient pouvoir se déculpabiliser. Et puis, dès que je leur laissais, il fallait pas que ça dure longtemps. Il y a certains personnels qui, par exemple, allaient prêter l'ordinateur de contrôle à des résidents, à des personnes, quoi, pour que ces personnes s'amusent et torturent en quelque sorte ceux que ça énervait. Un des jeux favoris, c'était de dire Monsieur Bidule, envoyez le robot voir Madame Machin. Et alors, il entre, elle crie, il sort. Il entre, elle crie, il sort. Il entre, elle crie, il sort. Et ça fait rire tout l'étage. Donc, voilà, mais ça montre aussi. Mais toujours, effectivement. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que même lorsqu'il y a eu des usages rigolos et potentiellement utiles, ça a intéressé la région, ça a intéressé les EHPAD, ça n'a absolument pas intéressé les développeurs. Parce qu'eux étaient complètement partis ailleurs. Mais par exemple, c'est un truc à la con, mais le robot permettait à certaines personnes d'aller voir la messe. Le robot, parce qu'il y a des tas d'EHPAD dans lesquels des messes sont dites, et ça sert notamment beaucoup d'exercices de mémoire. Il y a des rosaires qui sont organisés, et où on fait dire le pater à un couple, puis à un autre couple, puis à un autre couple, et à chaque fois, un le dit, l'autre le répète, un le dit, l'autre le répète, ce qui fait qu'on en entend 40 de suite dans un rosaire, et le robot peut faire participer plusieurs personnes à la fois de l'extérieur. Bon, enfin, c'est juste tout simplement ce que pourrait faire un iPhone très très bien, hein. Mais et avec un tel niveau de contrôle, par exemple, bêtement, les ordinateurs dans les EHPAD, dès qu'ils concernent le personnel, n'ont pas Skype, n'ont pas YouTube, n'ont pas Google, pour pas que les gens puissent se distraire au travail. Et par ailleurs, on a affaire à des réseaux sécurisés pour pas qu'il puisse y avoir, parce que c'est des établissements. Donc on a un usage des nouvelles technologies qui est incroyablement titubant. J'ai vu des EHPAD extraordinairement bien équipés, super. Et j'arrive, on me dit, mais non, mais on n'a pas le code du Wi-Fi. Parce que le directeur est parti et personne n'a songé que ça pourrait servir aux gens qui sont là. Parce qu'eux, ils ont quand même pas besoin de ça, hein. Bon. Et alors, mais je rigole pas, c'est-à-dire que moi, dans celui-là, par exemple, j'avais parlé avec une dame qui m'avait raconté toute sa vie. Elle s'était fait installer justement une antenne pour pouvoir capter sa radio qu'elle voulait, etc. Vie de pianiste. Les filles de l'étage qui vivaient avec elle depuis 2 ou 3 ans n'en savaient rien. Bon, il y a par ailleurs un turnover très important dans les EHPAD, ce qui fait que les personnels de génération en génération, enfin de cycle en cycle, oublient, par exemple, qui a telle histoire, mais aussi, plus grave, qui parle. Et ça, j'y viendrai tout à l'heure. Bon, et puis on voit surtout, je ne peux pas résister à vous raconter une anecdote qui va me servir de transition.
grâce à cet objet, bêtement, des routines qui explosent. Alors je vous raconte cette histoire, elle est très simple, je suis chez moi, je suis assez mal réveillé, je me promène dans l'EHPAD avec le robot, et j'arrive dans une salle que j'avais pas vue quand j'y avais été. Une salle, voilà, j'y arrive. Bon. Et dedans, et pourtant il est 10h, je comprends pas, il y a des gens autour d'une table comme s'ils allaient manger. Et ils regardent la télé. Alors j'apprendrai par la suite que c'est la salle d'alimentation thérapeutique qui est dédiée aux personnes les plus mal en point, considérées comme telles, et donc en gros les plantes quoi. Hein. Et on les place là 2 heures avant pour avoir le temps, et on les enlève 2 heures après, puisqu'on considère que de toute façon, vu dans l'état dans lequel elles sont, on leur donne des bouts de bois à sussauter pour les occuper, enfin voilà, comme ça. Et on les laisse là. Et puis alors moi je passe par là, il y a une dame qui dit « Ah !» comme ça. Alors je dis « Bonjour madame », elle me dit « Bonjour monsieur ». Et alors, qu'est-ce que vous faites là? Je raconte. Je m'intéresse à la dame, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Alors, elle tâtonne un peu, on sent que c'est pas facile, mais enfin, elle me raconte quand même que, voilà, elle avait été couturière dans la bonneterie, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Elle montre les gestes pour essayer de me faire comprendre, parce qu'elle a l'impression que je comprends pas. Et puis, on finit par bien s'amuser, on finit même par chanter une tyrolienne dans La Belle Hélène. Tu sais, là, je suis bleu, je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux, je suis... Bref, on chante. Et moi, je ne peux pas savoir à quel point il y a événement, puisque je suis dans la salle des légumes. Donc, et comme il y a événement, quand je tourne le robot, parce qu'il y a ce site particulier qu'avec un robot, on a une vision très centrale, très focalisée. Hein. On pourrait avoir toutes les visions, mais pas là-dessus. En fait, la directrice est là, de l'EHPAD, parce on l'a prévenue, elle est venue, et elle est ravie. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve le plus extraordinaire dans cette situation, c'est que la situation de tension au travail est telle qu'au lieu d'être horrifié de découvrir que peut-être depuis 2 ou 3 ans, cette personne, avec une conscience, la parole, une sensibilité, de la joie, de l'énergie, était traitée comme un légume à qui on n'adressait plus la parole dans le fonctionnement de la routine, elle était contente que ça ait fait réagir Madame Michu. Je ne s'appelle pas Madame Michu, mais enfin, c'est des situations dans lesquelles, et c'est justement par là que je voulais en venir en vous décrivant les usages du girafe, voilà ce qu'on découvre une fois qu'on se balade avec ce robot. Alors, la première chose que j'ai découvert, c'est que, de manière générale, toutes les fonctions vitales, tout ce qui est vital pour un être humain, est ici conditionné à de l'argent. Et même, pour être plus précis, dans la façon dont c'est calculé, en personne-mois. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça qu'on va calculer les choses. Alors, la première chose qui m'a choqué, ce sont les hurlements d'une femme aux toilettes. Et ça m'avait déjà mis la puce à l'oreille que dans les toilettes, il n'y ait pas de papier, mais j'aurais dû comprendre quelque chose. En réalité, dans la quasi-totalité des EHPAD où je suis allé, j'en ai visité, je n'ai pas plus d'une dizaine, depuis que j'ai commencé, non, c'est plutôt une vingtaine, on va dire. Il y a seulement 2 établissements dans lesquels je n'ai pas vu que on équipe de couche toute personne entrante, quel que soit son âge. En d'autres termes, on traite comme quelqu'un d'incontinent toute personne entrante. Pourquoi ? Parce que dans les processus sécurisants qui sont ceux des EHPAD, on ne peut pas laisser une personne seule aller aux toilettes. Or, ça demande trop de temps aux infirmières de faire l'accompagnement, et donc, pour le confort et la sécurité des personnes qui sont dans ces établissements, on les équipe de couches. Imaginez-vous, parce qu'il y a des gens en EHPAD comme vous et moi, qu'on vous propose, mais par exemple avec une mobilité un peu plus réduite, qu'on vous propose de mariner dans votre sauge, dans votre pipi, quoi, parfois pendant des durées relativement importantes, tout simplement parce que dans la gestion du temps qui est disponible, ça rapporte, enfin c'est moins de dépenses. Donc on parle déjà de cette fonction-là. Alors évidemment la cantine. Chacun a un régime différent, toujours pour des critères cliniques. Chacun doit pouvoir manger les choses avec certaines consistances, mais on ne va pas faire 40 façons de cuire la caille. Alors même quand on fait pas, mais des fois on mange très bien en EHPAD.
Mais quand on est pas, parce qu'il y a deux services en gros pour le personnel et pour les autres. Dans d'autres, c'est plus honnête, il y a que pour les autres et tout le monde mange la même chose. Enfin, essaye. Moi, j'ai vu des vieux refuser de manger. Hein. Et notamment des personnes âgées qui visitent d'autres personnes âgées, qui viennent les voir et qui disent mais attends, c'est de la blanquette, mais enfin jamais de la vie. C'est deux formes de purée l'une à côté de l'autre. Bon. Et là encore, donc si les excréments, etc., c'est régulé par le pognon, l'alimentation est régulée par le pognon, avec un impact relativement simple qui est qu'on perd le goût des choses. Bon. De la même manière, le vin, l'alcool, est pensé par là. Comme c'est d'une certaine manière un calmant, on en autorise un peu. Mais quand je dis un peu, c'est un verre par jour. Voilà. Alors, oui, de vin. Le résultat, c'est que dans les EHPAD où on est comme ça, c'est-à-dire pas plus malin, ou quand on interdit drastiquement, il y a des vieux qui en font dans des casseroles avec des légumes, des fruits qui font macérer, et dans des conditions... évidemment, plus on contrôle, plus on prend des risques, mais ça, c'est assez naturel. Bon, alors, j'ai découvert encore des choses relativement simples. C'est que... et auxquelles je n'avais jamais eu accès auparavant, et pourtant j'étais déjà allé voir des gens, c'est le niveau de claustration. Vous savez comment ça m'est arrivé ? De manière très simple, j'ai été enfermé dans un sas, voilà, pendant 10 minutes. Et donc voilà, alors déjà quand vous rentrez, il y a un code, et souvent il y en a deux, pour entrer et rentrer. Vous arrivez dans la salle d'accueil qui est en gros un lieu de fiction rigolote, c'est celui où on met le petit chat sur les genoux de la grand-mère pour faire croire aux visiteurs que le petit chat est sympa et que tout se passe bien. Il y a toujours un chaton, par contre que jusqu'à 6 mois, parce qu'après ils deviennent pénibles et donc on les vient. Ou alors il y a des perruches, parce que c'est plus simple. Alors dans cette zone-là, les personnes ne peuvent simplement pas sortir, mais en fait on s'aperçoit très vite, quand on va plus loin, et notamment quand on circule un peu partout et qu'on nous laisse aller, puisqu'on est en robot et qu'on a le droit, que dans le fond, oui mais le deuxième étage il est aussi fermé, et puis un peu plus loin il va y avoir quelque chose qui va s'appeler un chatod, et là par exemple vous avez un double sas. Et moi, je suis rentré, je me suis fait enfermer pendant 10 minutes. Je suis là, coucou, faut m'aider. Voilà. Déjà, je parle sans le robot, moi tout seul. Parce que le robot était dans l'établissement, mais justement, j'allais demander à une madame si elle pouvait recevoir son coup de fil du monsieur du Sri Lanka. Enfin, peu importe. Et pendant 10 minutes, vous restez là, et il n'y a rien ni personne. Et donc, c'est des espaces de claustration qui sont incroyables et en ce sens non négociables. Pourquoi ? Parce que l'évolution d'un espace de claustration à l'autre en allant vers de plus en plus de claustration, c'est sur des critères cliniques. Ça s'appelle, là encore on dénomme, on arrête de nommer, pardonnez-moi, un projet de vie. Chaque année, on fait Ça s'appelle un projet de vie. Projet de vie. Et le projet de vie, c'est qu'est-ce que la personne doit encore être capable de faire et surtout n'est plus capable de faire. Et ça va déterminer le lieu où on la situe. Ça rappelle une manière très inquiétante l'éducation des enfants en maternelle. C'est déjà des projets d'apprentissage et où on prévoit à l'avance qu'un enfant de 4 ans... C'est vrai. À ceci près que... On les modélise. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai eu une expérience comme ça avec mon fils où il a fait l'objet d'un entretien et comme il rentrait pas dans les cases, on a décidé que c'était pas son discours. Comme il rentrait pas dans les représentations qu'on avait de lui par rapport à cette situation, ce qu'il aurait dû dire par rapport à l'âge qu'il avait, on n'a pas entendu ce qu'il disait, donc on a décidé que ce qu'il disait, c'était pas lui qui le disait, c'était le discours d'autrui. Absolument. Ouais. Et c'était non négociable. Oui, mais parce que c'est il a fallu que le gamin, à un moment donné, s'entretienne avec mon avocate, qui l'a interrogé sur ce qui s'était produit quand il a été auditionné par un psychologue, qui lui avait fait passer le fameux test de Rohrer, et quand le gamin avait compris qu'on cherchait à lui faire dire quelque chose qu'il n'avait pas envie de dire et qu'il n'était pas entendu sur ce qu'il avait à dire, et qu'on le considérait pas comme l'auteur de son propos, quand il a compris ça, parce qu'il a compris ça, on lui a fait le test de Rohrer, on lui a montré des tâches, c'est le fameux profil de la vieille femme ou de la jeune femme, etc. Le gamin a parfaitement compris, et quand le psychologue lui a demandé « Qu'est-ce que tu vois ?», le gamin lui a répondu, sans autre forme de procédé, il a dit « Je vois des tâches, je vois des tâches, je vois des tâches ». Et il a refusé de dire ce qu'il avait compris qu'on lui demandait de voir, et ce dont on allait tirer des conclusions le concernant.
Puis même, Il y a ceci de particulier que là, on est vraiment, comment dire, dans une pure négation du réel, en ce sens qu'on parle de projet de vie quand on parle de chemin vers la mort. oui, c'est ça. Ouais. Et En plus, il y a une- alors, on voit d'autres choses. On voit par exemple tous les procédés de désubjectivation. Alors, par exemple, j'ai vu dans un EHPAD un truc très sympa, dans lequel on organisait des discussions politiques. Alors, ça c'est génial parce que ça demande aucune compétence et ça coûte rien. Il y a quelqu'un qui arrive et puis il donne la presse, hein, puis il dit la semaine prochaine on en discute. Puis il laisse les gens discuter de la presse, voilà. Ou du journal à la télé, ouais. Et ça marche. Ce dont on s'aperçoit inversement, c'est qu'en réalité, on ne les considère jamais comme des sujets politiques. Et que même lorsque, par exemple, on fait élire, on organise l'élection, en fait, on nomme, je rigole pas, hein, un type qui d'ailleurs s'était pas présenté et voulait pas comme représentant des résidents. Ah oui, on ne sait pas très bien comment les appeler. Est-ce que ce sont des résidents? Est-ce que ce sont des patients? Est-ce que ce sont des usagers? On sait des usagers, je rigole pas. Oui, en plus usagé avec Non, mais par exemple, accent aigu ou des usagers. on dit pas les gens qui habitent ici ou les voisins ou voilà, les habitants, pourquoi pas? Mais ils habitent théoriquement chez eux. Théoriquement, ce sont des logements, mais voilà. Eh bien, on va faire en sorte que, en réalité, on crée une nouvelle voix qui exprime une opinion, mais qui n'a strictement aucune chance d'avoir du pouvoir, qui est totalement détachée de tout pouvoir. Bon, de la même manière, bon ça je vous en ai déjà dit un mot, on parle de bien vieillir, on parle jamais de bien vivre, et ça permet de jeter un voile pudique sur la question du bien mourir. Et ça recouvre des choses que pour le coup j'ai pu voir et que je n'aurais pas vu autrement, bêtement en laissant mon robot. En laissant mon robot allumé. Et par exemple, quand les gens meurent dans leur chambre, on ferme toutes les chambres de l'étage. Alors les gens le sentent, hein, il y en a beaucoup, souvent ça crie quand il y a un mort. Et puis, excusez-moi, j'ai dit ça crie. On finit par devenir fou soi-même. Les gens crient et se manifestent comme ça, un peu comme dans les prisons. D'ailleurs, il paraît qu'il y a des choses comme ça. En tout cas, dans le zéro et l'infini de Kessler, on nous en parle comme ça. Et puis, sans autre forme de procès, on prend le cadavre, on le roule dans une couverture et on le sort par le mont de charge. Par le mont de charge, je vous mens pas. Alors sinon, j'ai une petite anecdote rigolote que j'ai aussi vue avec le robot de manière un peu systématique. Il y a dans les EHPAD, toutes les EHPAD pour le coup, ce que j'appelle les cimetières des animations. Qu'est-ce que c'est que le cimetière des animations? Ce sont les choses tendances qu'on a installées pour faire venir de la clientèle. Donc ça sera une salle de balnéothérapie, une salle Sensazen, il y a des tas de noms ronflants comme ça, il y a des tas de trucs. Et la plupart du temps, ça sert en fait de dépôt, de lieu ou de vestiaire, ou de lieu où on entasse d'autres animations qu'on finit par mettre là, parce que dans le fond, on s'en sert pas. Bon. Et alors il y a notamment cette salle Sensazen qui est encore afférente à toutes les fonctions vitales. Je vous parlerai du sexe, évidemment. Ou pas, d'ailleurs, on pourrait laisser un voile pudique sur cette thématique-là. La salle Sensazen, c'est une salle dans laquelle on est censé pouvoir rééveiller, grâce à des techniques très douces, des lumières, des objets caressants, des sons, des odeurs, rééveiller l'activité sensorielle. C'est très bien, hein? Mais je vais vous dire quelque chose. J'en ai jamais vu une qui marche. Et dans plusieurs cas, le médecin, et ça c'est quand même le plus génial, m'a amené en me disant ça marche très très bien, je vais vous montrer, regardez, c'est très bien, j'en suis fier. Ce qui montre à quel point il s'occupe des patients. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois, le système central, le CD, une fois, j'ai essayé d'aider le médecin, j'ai démonté la machine à CD pour voir ce qui marchait pas, et en fait, il y avait un CD de Cabrel, et c'était donc la salle de pause des aides-soignantes. Bien. Système rigolo, tenez, j'en ai, mais à l'infini. J'en ai à l'infini des anecdotes comme ça. Par exemple, pour des raisons de procédure très récemment, légales, il va être interdit, pour être précis, les infirmières ne seront pas là la nuit, et il sera interdit aux aides-soignantes d'aller dans les locaux des infirmières. Or, la pharmacie est dans les locaux des infirmières. Donc, toutes les personnes qui ont besoin de psychotropes pour dormir
n'y auront pas accès via le personnel. Donc, on pense à mettre des piluliers connectés dans chaque chambre afin que la lumière puisse s'allumer dans la chambre au moment où la personne âgée doit se saisir de son psychotrope. Alors, regardez bien. Si on en met 7, un par jour, ça veut dire qu'il y a le risque que la personne, si elle est en vie, elle en prend 7. Mais, si on n'en met qu'un, mais qu'est-ce que ça change par rapport au fait de le poser sur un verre et de le mettre là? C'est-à-dire qu'on est dans des systèmes complètement délirants qui considèrent la personne comme un objet fonctionnel qui doit rentrer dans un système d'optimisation du flux et dans lequel, de ce fait, on est à la fois dans une négation du sujet, des sujets qui sont là, parce que les personnes qui sont là, ce sont des personnes. Et je vous ai bien raconté comment on s'essaie parfois même jusqu'à leur parler. On les nie en tant que sujet politique. Et par ailleurs, moi, c'est quelque chose qui me frappe. Alors qu'il y a plusieurs centaines de milliers, voire des millions de personnes dans ces situations-là, ce qui est un véritable lieu, quoi, dans le fond. Ça n'est pas un lieu où on fait culture. Ou, plus précisément, la seule culture qui est développée là, c'est une culture de la procédure, c'est une culture de la gestion. On est dans un système où la procédure mange la culture, et ce faisant, où la procédure mange la vision du monde, mange le sujet, la fait en quelque sorte disparaître. Bon, et alors, les seuls endroits où ça se passe bien, enfin mieux, c'est effectivement ceux dans lesquels on n'est pas hors sol, on n'est pas hors monde, où par exemple on a mis des poules, parce que les gens sont des agriculteurs et que quand on leur dit qu'on ferme les poules, eh ben, ils s'endorment. Et alors là, déjà, on va les laisser élever les poules. Et après une bataille pas possible avec l'autorité régionale de santé, les légumes qu'on les aura autorisés à cultiver, eh ben, ils auront le droit de les manger. Ça peut prendre 3-4 ans. Enfin, à la fin, après avoir pleuré de voir des fruits pourrir alors qu'ils les avaient élevés, pour un agriculteur, c'est dur. On peut, voilà, c'est en fait... Plus on est hors sol, plus on est dans la procédure, et même la procédure éthique, qui est en réalité aussi folle que les autres, plus on est dans la procédure, c'est-à-dire l'éthique doit être une question, doit être un moment d'arrêt, et surtout pas une réponse, surtout pas un ensemble de réponses. Plus on est dans la procédure, plus on s'abstrait du monde, plus on détruit le sujet, et on se retrouve dans une situation dans laquelle on fait n'importe quoi. Et ce que je veux dire par là, par exemple, c'est que ces systèmes bon, moi, peut-être j'exagère un peu, mais ces systèmes de maltraitance ou de torture par rapport aux personnes âgées. Les infirmières, les aides-soignantes, les infirmiers, les aides-soignants, les directeurs qui sont là ne sont pas des gens inhumains, ce ne sont pas des fous, ce ne sont pas des bourreaux. Comment se fait-il capable d'accepter, et d'accepter assez normalement ces situations dont, dès qu'on les connaît, ils parlent librement? C'est le plus étonnant. Et ils sont capables d'en parler librement en revenant sans cesse à quoi? À ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un système de gestion des flux financiers. Oui, mais la masse salariale. Oui, mais la masse salariale, par exemple, ils vont vous dire, oui, mais dans le public, ils ont plus d'argent. Oui, mais dans le privé, ils ont plus d'argent. Et là où il y a les meilleures situations, c'est dans des modes associatifs. En gros, lorsque le politique est encore là. Lorsqu'il y a encore du politique, lorsque le maire qui est à l'origine de l'EHPAD vient, bah, on est obligé d'humaniser un peu, et des fois on humanise vraiment. Ça dépend, dans de très rares cas. La meilleure que j'ai vue, c'était pour des fous, dans un ESAT, un établissement qui accueillait des psychotiques et des schizophrènes, enfin des gens identifiés comme tels, pour faire du petit maraîchage et du petit élevage. Et ça, ils vendaient les produits sur les marchés aux alentours. Puis quand ils sont devenus vieux, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas les renvoyer dans leur famille parce qu'ils étaient là, ils étaient de là. Donc ils ont fait une maison pour eux, à côté. Et en fait, c'est eux qui s'occupent des infirmières. Ils ont leur petit monde, ils ont leur bus qui les amène partout dans les alentours où ils sont connus. Et là, effectivement, il y a un vrai système de négociation. Et elle est directe. Il y a des endroits où, par miracle, effectivement, on a fait culture. C'est-à-dire, on s'est enraciné très localement dans une forme d'enracinement. Or, là, c'est exactement l'inverse. Tout dans un EHPAD doit être conforme à une procédure, c'est-à-dire à rien de local. Et à rien qui soit afférent au mode de régulation des conflits à tel endroit. Et ce que j'ai remarqué par ailleurs, et ça a un rapport avec le robot, c'est qu'il y a un rapport de variation concomitante entre la latitude décisionnelle, en gros, la latitude qu'on laisse aux gens, et surtout au personnel, de faire un peu ce qu'ils veulent, et le niveau de maltraitance. Plus on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, moins il y a de maltraitance. C'est tout simple. C'est tout simple. Plus on les encadre, plus il y a une réunionite, et à la tête, plus on a des catastrophes en bas.
Quand on observe des situations où il y a beaucoup de latitude décisionnelle, alors on voit des maltraitances assez rapidement caractérisées, mais elles sont beaucoup moins nombreuses, elles ne sont pas systémiques, et il y a moins cette tendance à se venger sur les personnes âgées. Bon, alors, maintenant, oui. Mon épouse travaille dans un centre gériatrique et qui a été racheté par des Hollandais. Oui. Et où toute la philosophie de l'institution a complètement changé, en ce sens, comme tu dis, avant c'était une institution publique et on a fait le reproche classique, oui, c'est de la bureaucratie, ça ne fonctionne pas bien, l'État n'a plus d'argent, etc. On a confié ça à une institution publique. Et maintenant, Privée. effectivement, une institution privée plutôt. Et maintenant, comme tu le dis très justement, tout est fonction de la rentabilité des actionnaires. C'est-à-dire que ces actionnaires maintenant demandent d'une façon encore plus paradoxale d'acheter énormément d'équipements qui ne servent à rien, tout simplement parce que ils touchent des pourcentages sur tous ces produits, sur les chaises roulantes, sur les béquilles, etc. Et donc toute la logique de l'institution a été complètement inversée et je dirais pervertie, quoi. C'est redoutable à tel point que mon épouse a même pensé démissionner parce qu'elle ne savait plus s'accorder à ce type de logique dans lequel elle doit travailler, quoi. Moi, je vais vous raconter un détail. En France, la spécificité, c'est que le fonctionnement est assuré par la règle publique et il est extraordinairement contrôlé et standardisé. Et il y a par ailleurs une tradition médicale qui distingue beaucoup les EHPAD en France des EHPAD dans les autres pays européens. Je suis allé en Hollande visiter des maisons de retraite. Et la culture est très nettement différente. C'est un mélange. Par exemple, en France, on a beaucoup distingué les personnels, là où chez eux, le modèle est plus proche de ce qui était avant le servant hospitalier. Donc il y a des grandes écoles ici on appelle ça AVS, IBOD, IDE, enfin c'est formidable, enfin il y a des tas de statuts différents. Là-bas il y en a une, et par ailleurs, sur un autre robot, j'ai fait des études et des tests dans ces écoles-là. C'est-à-dire qu'on les prend beaucoup moins pour du petit personnel qui n'a aucune dimension de recherche. Bon, cependant, je vais vous dire encore un mot là-dessus. Même si en France les choses sont standardisées à un haut niveau, et que le seul endroit c'est quand le politique peut rentrer qu'on observe des améliorations, je dirige des mémoires d'infirmières qui deviennent infirmières cadres. Et il y en a une qui m'a fait une recherche cette année splendide, elle s'appelle Sybille Diguet, je l'assiste, pour pas lui piquer ses idées. Et alors ce qu'elle a observé, elle travaillait sur le sale boulot. Et elle, en tant que futur cadre, elle pensait que ceux qui faisaient le sale boulot, et qui le ressentaient comme ça, qui se sentaient mal à cause de ça, c'était les femmes de ménage. Et donc, elle est allée dans une institution, dans plusieurs services, elle a interviewé, et elle s'est rendue compte d'un truc terrible. En fait, tout le monde pense que c'est l'autre qui fait le sale boulot. Et alors d'un seul coup, elle s'est sentie un petit peu honteuse, parce qu'elle se rendait bien compte qu'en pensant que c'est l'autre qui fait le sale boulot, et que chacun souffre, parce qu'il ressent ça, elle participait d'une logique de domination. Et ce qui était très très amusant, c'était que, en réalité, l'intensité du travail et ce vieil héritage du servant hospitalier, ou des tas d'autres raisons, je ne sais pas, fait que il y a encore un très haut niveau d'intégration, c'est-à-dire tout le monde construit son identité de la même manière, mais pour moi, c'est une conséquence secondaire de la façon de travailler dans ces établissements, c'est qu'on construit son identité professionnelle sur le dégoût de l'autre. Et c'est extrêmement parlant, quoi. Quand, alors c'est une toute petite étude qu'elle a fait sur 5 services, mais néanmoins, le fait que, un peu systématiquement, elle ait retrouvé le fait qu'on se construise par dégoût vis-à-vis de l'autre, quel que soit son poste, parce qu'elle a vu plusieurs niveaux, je lui ai demandé. C'est un élément qui est extrêmement intéressant et qui, à mon sens, nourrit mon propos. Alors, je voudrais maintenant que je vous ai décrit, je prends vraiment mon temps, mais enfin, on m'y a invité. Bon, ben, plus qu'une page. Donc, 2-3 heures. Voilà. Ben, c'est parce que vous n'avez rien fait qu'à discuter avant. Je voudrais essayer de rapporter ce que je décris comme ça, un petit peu à la hussarde, comme un non-monde et
un endroit où la procédure fait office de culture et en quelque sorte est à ce point-là dans un délire de puissance, de pure procédure, de pure gestion, qu'elle abolit le rapport au monde et qu'elle abolit le rapport au sujet, qu'elle ne raconte pas d'histoire, qu'elle ne considère pas la mort. J'avais encore un exemple à donner sur la mort, mais il m'échappe d'un coup. Mais peu importe. Je voudrais le rapprocher des grandes théories qui existent aujourd'hui sur la vision du monde. Alors, par exemple, il y a celle de Zygmunt Bauman. Celle de Zygmunt Bauman qui parle du monde liquide, et de la société liquide, et de l'amour liquide. Il dit quelque chose de très joli, il dit quand on allume son téléphone, on éteint la rue. J'aime beaucoup cette expression-là. Et il me semble que cette théorie-là ne nous aide pas à comprendre la situation qu'il y a en EHPAD. Pourquoi ? Parce que c'est le contraire de l'atomisation. Ce qu'on voit en EHPAD, c'est un prodigieux effort collectif pour éteindre le monde et pour éteindre ce qui fait culture et pour éteindre des gens. C'est un prodigieux effort collectif pour éteindre lentement des gens et en faire de parfaits agents économiques, c'est-à-dire des gens qui, sans bouger, rapportent. Parce qu'il faut bien voir ça. Le but, c'est d'obtenir, en quelque sorte, quelqu'un qui va vivre le plus longtemps possible en demandant le moins de travail possible. Mais pas parce qu'il va être autonome, pas parce qu'il va être un sujet autonome. D'ailleurs, il ne rentrerait pas dans l'EHPAD dans ce cas-là. Parce que justement, en étant dans l'EHPAD, il est devenu l'objet le plus facilement gérable. Bon. Mais pour obtenir, bien sûr, mais pour obtenir ça, on n'a pas une individualisation, une atomisation. On a une homogénéisation qui va dans deux endroits. Homogénéisation de la procédure et du mode de travail d'un côté, homogénéisation des gens qui sont là, par exemple, en les rendant tous incontinents quand ils rentrent. En tout cas, en les traitant comme tels. Et donc, en d'autres termes, c'est un prodigieux effort du collectif sur des collectifs, un prodigieux effort de la procédure collective sur du collectif, et il me semble que ça participe plutôt d'une vision du monde dans laquelle la question de l'individu ne se pose pas, on est plutôt dans une vision des flux. Alors si on est dans une vision des flux, et par exemple dans une vision de la mondialisation, je pose la question du monde parce que, pour moi, c'est quel cadre général, quelle conception générale du monde et de l'humain rend possible, permet, encadre, environne de telles actions. Évidemment, il ne faut pas se la poser trop fort parce que ça peut faire mal, ou il faut rester dans quelque chose de très technique et qui justement procède d'une métaphore procédurale et qui permet d'éviter de souffrir de ce qu'on fait, tout en produisant de la richesse pour les autres, parce qu'évidemment ces personnels sont mal payés. Bon. Alors, quand on parle de mondialisation comme justement intensification des flux économiques et techniques, et notamment intensification des flux financiers, alors, pour moi, on fait par exemple référence à la mondialisation telle qu'elle est pensée dans les théories du cosmopolitisme, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et par exemple à cette mondialisation qui est une nouvelle forme de providence, un principe externe inarrêtable, un tsunami de la mondialisation, n'est-ce pas, qu'on retrouve par exemple dans la pensée d'Ancionas, et par ailleurs dans la pensée catastrophiste, qui considère qu'il faut que nous devenions les prophètes de la catastrophe, annonçant la catastrophe inéluctable partout, pour qu'elle n'arrive pas. La référence à Jean-Pierre Dupuy, pour un catastrophisme éclairé. C'est le titre de l'ouvrage. Alors, dans cette vision-là, effectivement, qui est en fait une vision post-marxiste, on a une telle intensification des échanges économiques, techniques, financiers, qui produisent de tels risques mondiaux qu'à un certain niveau, cela doit abolir le politique pour prendre en charge ces risques immanents à la mondialisation. On est donc poussé par une providence extérieure à abolir une partie du politique, celle qui procède de la gestion de ces risques. Et il me semble que là, on a quelque chose comme... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui te fait tiquer ? Moi, je dis c'est exactement ce que je pense. Ah, d'accord. Ok. Alors, en ce qui concerne Hans Jonas, je suis d'autant plus amené à y penser qu'il a fait un truc qui mérite un peu, mais il a tout à fait le droit logiquement de le faire. Je veux dire, c'est un raisonnement rigoureux, celui de produire comme impératif catégorique. C'est pas quelque chose qu'on trouve dans la nature, c'est une construction rationnelle, ou plutôt raisonnable, la survie de l'humanité. Or, cette idée de survie, placée au cœur de nos actions, par exemple pour fonder un principe de précaution ou une éthique de la responsabilité, la survie de l'humanité, pour moi c'est quelque chose de très dangereux.
Pourquoi ? D'abord parce que c'est une cosmogonie et une eschatologie très pauvres. On n'explique pas tellement la naissance de l'humanité, hein, bien qu'en fait ce soit un petit peu une approche un peu religieuse, peu importe. Et par ailleurs, on propose comme fin du monde une espèce d'autodévoration qu'il faut éviter par des principes éthiques, des principes rationnels, etc. Bref, je trouve que ça ne parle pas beaucoup du monde, ça ne parle que de nous. On est dans un pur acosmisme, une pure négation du monde. La seule chose qu'on considère, c'est la nécessité de notre survie. Or, en ce qui concerne la vie de ces personnes âgées, d'ailleurs, parce que moi aussi je suis âgé, en ce qui concerne la vie de ces personnes, est-ce qu'on n'est pas exactement passé dans une logique de survie au lieu d'être dans une logique de vie, de bonne vie ? Est-ce que le bien vieillir, c'est pas exactement ça, la survie, le temps de survie dans lequel on peut être un agent économique encore un peu longtemps ? Bon. Alors, moi, ce que j'ai essayé de vous décrire à travers cette pratique massive qui concerne des millions de personnes en Europe et d'ailleurs, en fait, probablement des millions de personnes en France, mais je ne suis pas sûr du chiffre. C'est des centaines de milliers au minimum et probablement 1 million ou plus. C'est qu'on a créé un temps de la vie, et un temps de la vie extrêmement important. On a créé un temps de la vie pour les humains qui vivent dans ce pays, un temps de la vie qui repose sur, à mon sens, une forme d'acosmisme sans fond, sans horizon, sans forme, sans histoire. Une forme d'acosmisme, c'est-à-dire une négation du monde, une excroissance de la volonté, une illimitation de la volonté, puisqu'on est dans la pure procédure, qui rencontre plus aucune résistance, puisqu'il n'y a plus de conflit. On est dans la pure procédure, donc dans une espèce de folie de la volonté, qui nie le monde, les personnes, les sujets politiques, la conflictualité, la localité, qui s'abstrait totalement pour produire effectivement la seule chose dont on ne s'abstrait pas, c'est-à-dire une réalité économique, bon, et qui ne raconte aucune histoire. On n'a pas d'histoire de la bonne EHPAD. On a le petit pousset, on a le chaperon rouge, on a ce qu'on veut pour les enfants. On n'a pas d'histoire pour ça. Et par ailleurs, non seulement on n'a pas d'histoire, mais même on perd les manières de faire. Et on perd les manières de tâtonner, les manières de se poser des questions. On prend l'habitude de penser pour les autres, de faire de l'éthique à la place d'eux. Mais moi, quand je fais de l'éthique, c'est pas pour les vieux. C'est pas ça la question. La question, c'est comment est-ce que, par exemple, on crée des temps d'arrêt où on va leur poser des questions et on les habilite à répondre à la question. Savoir comment moi je dois me conduire, ça ne répond qu'à la moitié de la question. L'autre moitié de la question, c'est comment lui doit se conduire, bien évidemment. Alors, c'est une façon, voilà, de à la fois détruire le sujet, détruire la localité, détruire la mort qui est la plupart du temps quand même notre principale source d'inspiration pour décrire le monde. Et la vie, et le sens qu'on va y donner. Donc, la question sur laquelle je voudrais terminer, c'est quelle pulsion s'exprime là ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette folie du monde qui fait l'économie du monde ? Qu'est-ce que c'est que... Et en fait, je vais vous la poser comme ça. Est-ce que c'est avant ou est-ce que c'est après ? Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de rejoindre, à travers une forme de procédure, est-ce qu'on ne cherche pas à redevenir des bêtes ? Ou est-ce qu'on... On pense les bêtes comme des robots. Procéduraliste. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas vrai. Attends, je t'ai bien dit, quand on met un robot devant une personne, elle commence par lui dire « Bonjour, monsieur ». Et je n'ai pas d'empathie avec toi, tu n'es qu'un sale robot, mais on va rentrer dans l'ambiguïté, comme on fait avec les personnes d'ailleurs. Je te traite comme une personne, comme sujet, comme objet, comme moyen, comme fin, c'est toujours ambigu. Avec les robots, c'est pareil. Non, j'aime pas les robots, mais Angelo, je lui ferais bien un câlin. Oui, ça, j'en ai pas parlé. Si, j'en ai parlé. Mais j'ai une vidéo encore plus rigolote avec un robot qui a un grand bras, et il y a une grand-mère qui arrive et qui dit Oh, je me le ferais bien. C'est la première fois que j'étais confronté à cette relation-là. Elle disait ça à sa copine un peu tout bas. Et je lui dis l'ingénieur là ? Et elle dit non, lui, le robot. Et alors l'autre a rigolé beaucoup, elle a gloussé. Et l'autre, elle a dit que non, elle voulait plutôt que le robot lui serve de chevalier servant, qu'il l'aide à se lever en lui tenant la main, qu'il lui tire les draps et qu'il lui chante des comptines pendant qu'elle s'endort. C'était plus mignon, c'était plus doux. Mais là, il y aurait un usage. Seulement pour atteindre cette finesse dans l'action, avant qu'on y soit,
et avant que les ingénieurs pensent que ça peut être un développement dans l'action, on est un univers. Et par ailleurs, évidemment, si le robot doit être un sextoy, mais oui, j'en ai parlé devant la Commission européenne, tiens dis donc, alors ça je me suis amusé parce que moi je respecte mes terrains. Donc j'ai sorti ça devant des ingénieurs qui étaient c'était très très drôle. Mais évidemment, mais le problème c'est que s'il y en a un à 30 €, ah bah, s'il coûte plus de 30 €, il peut en coûter 60, mais au-delà... C'est pas vrai, il y a des Oscar clitoris à 280. Ouais, mais je sais que tu t'occupes très bien de ton clitoris, j'en suis absolument ravi. Mais là n'est pas la question, je veux dire, on peut pas en vendre un à 250 000 €, tu vois bien. Enfin, c'est... Un sextoy dont j'ai entendu parler sur Libération, Libération sert à beaucoup de choses qui coûtent près de 300 €. C'est une sorte de truc qui aspire les clitoris. Mais quel intérêt de se faire aspirer? Bah écoute, j'ai pas le clitoris. Bah c'est au cas où t'en es un en trop, tu vois, tu l'aspires, et puis... C'est la Rolls Royce du sextoy. Voilà. Aspire, non, mais je...